Bonjour Pierre Buller. Vous intitulez votre premier chapitre, embrassant la vaste période 966 à 1795, l'hubris. Pourquoi ce mot pour qualifier l'histoire de la Pologne sur la longue durée? Alors l'hubris, je me permettrai de le rappeler, dans la Grèce antique, c'était un sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et entraîne sa perte. C'est la définition du Robert. Alors ce qui s'est passé pendant ces 8 premiers siècles, c'est que vers la fin du premier millénaire, les souverains polonais sont parvenus à créer, en l'espace d'un demi-siècle à peine, un des royaumes les plus puissants de l'Europe médiévale. Et s'est en suivi une fragmentation qui a permis à la noblesse, à une chevalerie et alliée aux dignitaires de l'Église catholique de négocier des privilèges en leur faveur, en contrepartie de leur soutien à l'accession à la charge royale des héritiers des premiers souverains, de la première dynastie. Et cette pratique qui est au fond unique en Europe à l'époque, leur a permis donc à ces nobles et aux dignitaires de l'Église, au fil des siècles, d'exercer la réalité du pouvoir royal et de constituer une sorte d'oligarchie nobiliaire qui élisait des souverains, choisis à l'étranger à partir du XVIe siècle. Et c'est une oligarchie qui a en quelque sorte privatisé le royaume de Pologne et qui s'intéressait à ses intérêts privés bien plus qu'au sort de la Pologne. Et c'est ainsi qu'à partir du XVIIIe siècle, la Pologne est devenue un protectorat de la Russie et que cette caste nobiliaire a fini par trahir les intérêts du pays en échange de la préservation de ses intérêts patrimoniaux. Et vous dites à un moment au sujet de l'État polono-lituanien, de l'hubris au déluge, la fabrique politique du naufrage. La formule est rude. Oui, parce que ce régime, si vous voulez, cette caste se voyait beaucoup plus puissante qu'elle n'était en réalité et a poussé la cour royale dans une crise de succession sur le trône de Russie. Au début du XVIIe siècle, en 1610, les Polonais ont occupé Moscou pendant 2 années avant de s'en faire chasser. Quelques décennies plus tard, il y a eu une révolte cosaque en Ukraine. Il y a eu des guerres que la Russie puis la Suède ont menées contre la Pologne. Il y a eu une contre-réforme et surtout un délitement de l'ordre politique interne avec ce qui s'appelle le liberum veto, le droit de chaque élu à la diète d'élever un veto qui interrompait tous les travaux et également des luttes de factions autour des successions royales, ce qui en a fait un terrain de manœuvre idéal pour la Russie qui a fini par faire de la Pologne un protectorat. Pierre Buller, entre 1795 et jusqu'en 1918, vous dites que la Pologne entre dans une période que vous appelez le martyre. Durant 123 ans, la Pologne disparaît des cartes, c'est à ça que je faisais allusion. Et quels sont les faits marquants de cette période du martyre entre 1795 et 1918, notamment dans la mémoire polonaise? Alors pour une partie de la noblesse, disons la noblesse un peu désargentée, et aussi pour l'intelligentsia polonaise, la disparition de l'État en 1795 avait quelque chose d'inacceptable. Et ce qui fait que de nombreux Polonais, justement de cette noblesse désargentée, sont partis en Italie et ont formé des légions qui sont mises au service d'un jeune général, Napoléon Bonaparte, qui bataillait contre ces 3 pays qui s'étaient partagés la Pologne, et avec l'espoir que ce général Bonaparte permettrait à la Pologne de recouvrer son indépendance. Et cet espoir semble se matérialiser en 1807 avec la création du duché de Varsovie, qui était un protectorat de l'Empire français, mais les Polonais doivent assez vite déchanter après la retraite de Russie et la disparition de ce duché qui a été ensuite occupé par les troupes russes. Et donc, ce qui a vraiment marqué la mémoire polonaise, c'est que cette occupation de 123 ans de la Pologne va être émaillée d'insurrections.
d'insurrection d'une nation qui reste liée par la langue, par la culture, par la religion catholique, et qui ne peut pas se résoudre à vivre sous un joug étranger, qu'il soit russe, prussien ou autrichien. Et donc, la Russie et la Prusse vont procéder à une intégration à marche forcée de la Pologne dans leur empire et royaume, dans le cas de la Prusse, respectifs, avec l'objectif de faire disparaître cette identité polonaise qui refuse de se soumettre. Et après chaque échec de ces insurrections, en 1830 et 1863 notamment contre la Russie, vous avez un flot d'exilés qui se réfugient dans le pays d'Europe le plus accueillant, qui était à l'époque la France. Et c'est dans cette émigration que l'on retrouve le grand poète polonais Adam Mickiewicz, et que se développe une vision de la Pologne martyre. Et même d'ailleurs, il régnait une atmosphère un peu mystique dans cette émigration. Il appelait ça la Pologne Christ des nations, démembrée et puis destinée à la résurrection. Et donc, est-ce que de cette expérience de la disparition, il reste quelque chose dans les auto-représentations des Polonais d'eux-mêmes et dans leurs inquiétudes ? Je crois que la Pologne d'aujourd'hui, instruite de ces expériences, mais d'autres expériences que nous verrons peut-être ensuite, c'est que même les États peuvent être mortels. Et donc, il y a toujours cette angoisse existentielle du risque de disparaître en tant qu'État. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, qu'on n'a pas connu en France ou au Royaume-Uni, par exemple. Et de façon très, très forte, ce paramètre est inscrit dans la mémoire collective des Polonais. Et c'est ce qui, aujourd'hui, détermine largement leur posture face à la Russie. Ils savent que ce pays a des ambitions prédatrices et impérialistes de reconstitution de son empire, et ils savent qu'ils peuvent s'attendre à tout. Et donc ils sont sur leur garde. Ils ont été à nouveau, il y a eu 3 partages de la Pologne, mais il y a eu un 4e partage de la Pologne sur lequel nous reviendrons peut-être, qui les a véritablement prévenus contre ces risques et qui ressurgit régulièrement à chaque fois que la Russie reprend ses forces. Pierre Buhler, après le temps de la disparition vient celui de la Renaissance, au sortir de la Première Guerre mondiale en 1918. Vous qualifiez alors la Pologne de phénix. Quels sont les moments clés de ce moment, 1918 jusqu'en 1945 ? Alors cette renaissance, la renaissance du phénix polonais, n'était pas simple, car il a fallu dessiner les frontières de cette Pologne après plus d'un siècle de disparition. Et la région sur laquelle était répartie la nation polonaise était une mosaïque de nationalités. Il n'y avait pas que des Polonais, il y avait des Allemands, des Ukrainiens, des Lituaniens, des Juifs, des Biélorusses. Et il faudra, pour dessiner, pour arrêter, tracer les frontières, pas moins de 6 guerres entre la Pologne et chacun de ses voisins, des décisions des Alliés, des insurrections et des plébiscites. Alors, si les Alliés, donc les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, ont souhaité avoir des États robustes dans cette Europe centrale, cet enthousiasme n'était pas partagé de façon très égale. Et c'est la France de Clémenceau qui a sans doute à nouveau été sans doute le plus ferme soutien d'une Pologne et d'une Tchécoslovaquie capable de faire contrepoids à l'Allemagne. Mais c'est surtout la détermination de la frontière à l'Est qui a été la plus problématique, avec une posture très offensive de ce qui était à l'époque, avant l'Union soviétique, c'était la Russie soviétique, qui voulait allumer le feu de la révolution dans toute l'Europe, à commencer par Berlin. Et en 1920, la Pologne a retrouvé ses instincts de rempart face aux assauts de l'Est et a infligé sur la Vistule une défaite véritablement cinglante à l'Armée rouge, qui lui a permis de négocier les frontières orientales qui laissaient au total
tout de même près d'un tiers de non-polonais dans le pays, avec notamment un irrédentisme ukrainien extrêmement fort. Et puis en 1926, ce régime qui avait su établir, créer ce pays qui avait su créer un régime démocratique a été victime d'un coup d'État qui en a fait une autocratie sclérosée et qui est d'une certaine façon retombée dans cette hubris de son histoire et inconsciente du danger vers lequel elle s'acheminait. Et il faut dire aussi un mot rapidement du partage germano-soviétique et de Katyn 1940. Le massacre de Katyn qui a été nié par les soviétiques jusqu'en 1990, ce qui témoigne quand même d'une certaine constance dans le mensonge. Absolument. J'y ai fait une allusion. Le danger vers lequel elle s'acheminait, mais c'était le fameux pacte Molotov-Ribbentrop, ou Hitler-Staline, comme on l'appelle, donc qui était porté, qui était un pacte de non-agression, mais qui était en réalité un pacte de partage de cette région en zone d'influence, en sphère d'influence de ces deux dictatures. Et donc qui a qui a été mise en œuvre quand l'Allemagne nazie a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939, et 17 jours plus tard, l'Union soviétique venait prendre sa part du butin. Et Katyn, vous avez cité Katyn, il se trouve qu'en avril 1943, les Allemands découvre près de Smolensk, donc dans cette ville de Katyn, des charniers dans lesquels étaient ensevelis des militaires, des fonctionnaires, officiers de l'armée polonaise, prisonniers et exécutés par les soviétiques, lesquels soviétiques nient contre l'évidence, accusent les nazis d'avoir maquillé le crime. Ils rompent les relations diplomatiques avec le gouvernement polonais en exil. Et voilà un mensonge d'État qui a été tenu pendant près d'un demi-siècle, jusqu'à ce qu'en 1992, Yeltsin, le président russe, remette à président polonais Walesa les preuves de la liquidation par le NKVD des Polonais, 22 000 Polonais exécutés à Katyn. Planisphère pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne tombe dans l'escarcelle de l'Union soviétique et devient un pays satellite de Moscou, bientôt membre du pacte de Varsovie. Pourtant, vous parlez de la période 1945-1989 de la Pologne comme un Occident kidnappé. Alors comment peut-on être membre du pacte de Varsovie et être un Occident kidnappé? Que voulez-vous dire? Eh bien, je vais vous expliquer. Cet Occident kidnappé, c'est une référence à un article célèbre du romancier tchèque Milan Kundera, qui a été publié dans les années 80, et qui était donc ainsi intitulé, je cite ce qu'écrivait Kundera, « L'Europe géographique fut toujours divisée en deux moitiés qui évoluaient séparément, l'une liée à l'ancienne Rome et à l'Église catholique, l'autre ancrée dans Byzance et dans l'Église orthodoxe. » Après 1945, écrit Kundera, la frontière entre ces deux Europes se déplaça de quelques centaines de kilomètres vers l'ouest, et quelques nations qui s'étaient toujours considérées comme occidentales se réveillèrent un beau jour et constatèrent qu'elles se trouvaient à l'est. Fin de citation. Alors, Kundera faisait référence à tous ces pays d'Europe centrale, donc libérés du nazisme par l'armée rouge, mais qui sont aussitôt retombés sous un nouveau joug aux couleurs d'une occupation soviétique. Et non seulement l'armée rouge y est restée massivement stationnée, mais c'est sous sa protection que Staline faisait installer des régimes communistes à sa solde, qui se sont rapidement transformés en démocratie populaire et qui a installé une dictature du prolétariat. Et cette situation nouvelle a été ressentie comme une véritable amputation par des élites intellectuelles qui étaient toujours restées tournées vers la culture occidentale. Et ces citoyens sujets, si on peut dire, vivant sous ces régimes, n'étaient même pas autorisés à voyager vers l'Ouest, et les conditions de vie dans ce socialisme réel, comme on l'appelait, mais aussi le traitement infligé à la classe ouvrière même,
tout ça a servi d'incubateur à une contestation qui a partout prospéré dans les pays de l'Est, et particulièrement en Pologne, où le réflexe de l'insurrection est historiquement, pour les raisons que j'ai énoncées, évoquées, est sans doute plus vif qu'ailleurs. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de mouvements importants de protestation ont eu lieu entre 1956 et 1989. Et il y a les années 70, années 80, avec notamment Solidarność. Absolument. Et le soutien du pape Jean-Paul II à Solidarność. Absolument. Et je dirais que la Pologne a joué un rôle pionnier dans cet itinéraire, parce qu'au fond, les Polonais, les Allemands de l'Est se sont révoltés en 1953, les Hongrois en 1956, les Tchèques ont été envahis, et à chaque fois, ils n'ont pas récidivé. Les Polonais se sont révoltés en 1956, en 1968, en 1970, en 1976, en 1980 avec Solidarność. Ils n'ont jamais cessé, et c'est eux qui ont été, alors qu'on pense que c'est les Allemands ont abattu le mur de Berlin, mais 4 ou 5 mois avant le mur de Berlin, la Pologne avait le premier gouvernement non communiste, Tadeusz Mazowiecki, en fonction à Varsovie, et ils ont été véritablement les pionniers de ce renversement d'un régime, enfin d'un système politique honni. Les autres les ont suivis, une fois que la voie avait été déblayée en quelque sorte par les Polonais, qui ont payé sans doute le plus lourd prix à leur sacrifice. Donc un travail de sape finalement sur la longue durée, un rôle leader dans la désatellisation, et du coup une forme de prestige en Europe centrale orientale post-guerre froide, dont la Pologne se doit d'être digne, ce qui arrive le plus souvent, et parfois il y a des pas de côté, on va y venir. Pierre Bullard, depuis 1989, la Pologne a retrouvé sa liberté. Elle devient membre de l'OTAN dès 1999, c'est-à-dire seulement 10 ans plus tard, et membre de l'Union européenne en 2004. Et au premier semestre 2025, la Pologne préside le Conseil des ministres de l'UE. Comment s'articule histoire et présent durant ce moment? Alors, ce que je dirais, c'est que les Polonais étaient sans doute les mieux préparés à sortir du régime communiste. Les cadres, les intellectuels polonais avaient pensé, ils avaient lu et ils avaient pensé... dans la clandestinité. Dans la clandestinité, et dans la résistance aussi, ce que pourrait être la sortie du communisme. Et donc, à peine libérés du joug soviétique ou russe, les Polonais ont compris qu'il fallait profiter de ce moment de faiblesse de la Russie pour rejoindre au plus vite le camp occidental. D'où cette avancée à marche forcée vers l'adhésion à l'Alliance Atlantique et aussi à l'Union européenne. Tous les efforts de la Pologne de différents gouvernements, y compris les post-communistes, ont été déployés massivement pour rejoindre cet Occident, ce qui avait été cet Occident kidnappé et aux valeurs duquel ils voulaient adhérer. Avec la nécessité de passer d'une économie planifiée ruinée, oui, pleine de pénuries, à une économie de marché fonctionnant à peu près aux normes de l'Union européenne, ce qui est extrêmement violent en réalité. C'était extrêmement violent, et il y avait une réforme économique qui a été conduite par un économiste très brillant qui s'appelle Leszek Balcerowicz, qui fait sortir, disons, dans une période de temps assez contrainte, la Pologne de l'économie administrative et en faire une économie de marché, ce qui a été douloureux pour une grande partie de la population, notamment les personnes âgées. Oui, personnes âgées, enfin bon, tous ceux qui ne pouvaient, qui ne comprenaient pas, qui étaient un peu désorientés dès les premières années, et beaucoup de frustration, d'autant plus qu'un certain nombre d'anciens cadres du régime communiste étaient parvenus à s'enrichir rapidement, et donc, paradoxalement, les Polonais ont voté finalement pour ces post-communistes qui leur promettaient monts et merveilles. À quel moment ?
À partir de 1995, jusqu'en 2005, le président était Kwaśniewski, Alexandre Kwaśniewski, qui est donc un ancien ministre du général Jaruzelski, très habile, très intelligent, qui a parfaitement compris où était son intérêt personnel et l'intérêt de la Pologne, et qui a complètement joué le jeu de l'intégration dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Mais je dirais qu'il en tout cas, ce qui reste aujourd'hui de cette expérience, c'est que tout cela peut être précaire. Cette appartenance à l'OTAN, à l'Union européenne, on voit d'ailleurs que des déclarations publiques du président fraîchement installé Trump sur l'OTAN, la conditionnalité de la sécurité, du parapluie de sécurité américain dépendrait du montant des dépenses de défense des Européens. Et donc, ils savent la précarité de toute chose, en quelque sorte. Et ce qui est remarquable, c'est que cette Pologne qui prend aujourd'hui la présidence européenne pour un semestre, elle a un objectif principal dans cette présidence, c'est la sécurité. Et son programme s'intitule Europe Sécurité, et décliné en différentes rubriques, mais la Pologne comprend qu'il est essentiel pour elle, mais pour tous les Européens, de se prémunir contre toujours le risque de la prédation impérialiste dont ils connaissent dans leur chair la rigueur. Et la Pologne, aujourd'hui, est le pays qui s'arme le plus, dont les dépenses de défense ont doublé en 2 ans en proportion du produit intérieur brut. En l'espace de 2 ans, ils sont à 4,1%, ils étaient à 4,1% du PIB en 2024. Cette année, ça devrait être 4,7%. C'est le premier, en proportion, le premier budget militaire de l'OTAN. Et la France est aux alentours de 2. La France est aux alentours. La plupart des alliés européens sont aux alentours de 2. Et clairement, les Polonais veulent, au fond, orienter l'effort de l'Union européenne vers la sécurité sur tous les fronts, et notamment sur le front militaire. Et même, donc la Pologne est certainement l'allié le meilleur élève de la classe atlantique, et il le souligne tous les jours, mais ils sont également en train de construire sur la frontière avec la Russie et la Biélorussie un dispositif défensif très en profondeur qui leur permettrait de tenir assez longtemps, de rendre une invasion de type de celle qu'a connue l'Ukraine beaucoup plus difficile pour une Russie agressive. Est-ce que dans notre connaissance de la Russie, qui est très inégale, nous aurions des choses à apprendre des Polonais ? En tout cas, je crois que les Polonais ont, pendant longtemps, mais ils n'étaient pas les seuls. Les Polonais, ils ont un partage d'une certaine culture avec d'autres pays qui ont disparu de la carte politique de l'Europe, qui sont les pays baltes. La Finlande également a perdu une partie de son territoire. Ils nous ont mis en garde depuis longtemps contre les appétits inextinguibles de la Russie, et nous ne les prenions pas vraiment au sérieux. Nous considérions que c'était des russophobes impénitents et qu'il fallait avancer avec la Russie. Bien, je crois que la leçon a été comprise, et notamment par notre président, quand il a fait en quelque sorte amende honorable à Bratislava il y a un peu plus d'1 an. Merci Pierre Buhler. Un grand merci également à notre réalisateur Cédric Cobat. Planisphère recevait Pierre Buhler, diplomate de carrière. Il a été ambassadeur de France à Varsovie de 2012 à 2016. Il publie Pologne, Histoire d'une ambition, comprendre le moment polonais aux éditions Talendier. Un ouvrage précieux pour mettre en lumière l'actualité. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Planisphère.